Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle émission du Global Street Trader Academy. François Ablé que je suis pour donc réaliser cette émission qui est bien sûr à titre informatif, éducative et ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement ou bien une incitation à acheter ou à vendre un quelconque actif de type spéculatif. Donc cette émission bien sûr est particulière parce que je vais donner mon point de vue sur le Bitcoin. Aujourd'hui, c'est dimanche 29 octobre. La plupart d'entre vous, certains sont en famille, d'autres sont en train de préparer justement la semaine. Le marché, la plupart des traders actifs préparent leur semaine chaque dimanche soir, puisque le marché ferme de vendredi soir à partir de 17 h et il ouvre le dimanche à partir de 18 h. Cette émission, donc, je vais donc me prononcer sur les crypto-monnaies, le Bitcoin. Mon avis est plus ou moins neutre, voire optimiste, parce que tout d'abord, le Bitcoin, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était en 2008. Dans mes différents cours d'économie, je préparais en ce moment ma licence en économie. Et j'avais un professeur, voilà, à qui voilà, je dis repose en paix. Donc, ce professeur m'a beaucoup inspiré. Il s'appelle Jean Soucy. Donc, il me parlait souvent de crypto-monnaie dans son cours justement de monnaie et institutions financières. Et il me disait à l'époque, en 2008, que vous allez voir que le Bitcoin dans 10 ans, dans 15 ans, deviendra l'une des actifs financiers les plus prisés. Bon, en ce moment, nous, ben, de toutes les manières, on prenait pas ça au sérieux parce que on était en pleine crise financière. Donc, j'ai commencé ma licence en pleine crise financière. Donc, en ce moment, on ne parlait que de dettes, voilà, d'actions. Et lui, il était vraiment à cheval sur les crypto-monnaies. Et on voit bien sûr qu'il avait raison parce que 10 ans plus tard, 9 ans, 10 ans plus tard, on voit que le Bitcoin, effectivement, a atteint de nouveaux records et il continue toujours de susciter beaucoup d'attention, il continue toujours de susciter beaucoup d'engouement. Le Bitcoin, ce qu'il faut savoir fondamentalement, pour ceux qui s'intéressent bien sûr aux crypto-monnaies, les néophytes ou les néo-traders qui s'intéressent à la crypto-monnaie, donc l'avis que je vais donner ici va peut-être les aider et j'apporte également une contribution à tout ce qui a été déjà dit parce que je ne vais pas refaire un cours ou bien je ne vais pas refaire la littérature sur le Bitcoin. De toutes les manières, il y en existe tellement. Donc, vous pouvez consulter, il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Mais ce que moi je retiens fondamentalement du Bitcoin, comme on l'a vu dans le film, voilà, le film qui a été réalisé récemment en 2016 sur le Bitcoin a été créé pour répondre à un souci d'alternative monétaire face aux devises qui sont déjà installées. Parce que tout le monde, bien sûr, est unanime sur cette question du fait que les banques centrales manipulent la quantité monétaire justement qui est en place, de par bien sûr sa circulation, la circulation de la monnaie dans l'économie, donc concernant la vélocité, concernant également la quantité monétaire, donc la quantité d'argent qui est imprimée, au détriment d'une politique monétaire, d'une politique macroéconomique qui a été mise en place depuis 1990, dont un consensus répond au fait qu'on doit maîtriser l'inflation à 2%. Il y a d'ailleurs un département uniquement qui a été créé justement ici au Canada, à Ottawa, dont son principal objectif, c'est de maîtriser l'inflation à une cible de 2%. Alors, donc, du point de vue macroéconomique, la monnaie, justement, est l'instrument qui favorise, bien sûr, les échanges, qui favorise les transactions, mais elle est aussi sujet aussi à un contrôle de la part, justement, des gouvernants et des élites. Voilà pourquoi nous ne sommes pas à l'abri, justement, lorsque vous avez du change, la monnaie peut perdre sa valeur, peut déprécier à n'importe quel moment, soit à partir d'une politique monétaire mise en place par justement ces organismes que sont les banques centrales et également les institutions monétaires dont fait partie le FMI. Vous savez très bien que le FMI est à la base de beaucoup de dépréciation monétaire dans le monde, avec justement son programme d'ajustement structurel
c'est-à-dire dont fait partie les institutions de Bretton Woods. Et ce sont eux qui ont justement dévalué la monnaie dans certains pays que vous connaissez, notamment l'Argentine, voilà, la Grèce et aussi la Côte d'Ivoire. Donc, ces institutions contrôlent en quelque sorte la quantité monétaire qui est favorable à injecter dans l'économie, seulement réservée pour les ménages. Parce que faut savoir qu'il y a deux quantités monétaires qui sont imprimées. Il y a la quantité monétaire qui est réservée seulement aux particuliers et il y a la quantité monétaire qui est contrôlée et qui est émise, qui est battue par les places où on imprime la monnaie pour contrôler justement le flux financier des entreprises financières, des sociétés de régulation et dont fait partie également les banques pour contrôler également sa masse monétaire afin de stabiliser les prix de denrées alimentaires, les prix qui sont volatiles, notamment l'énergie, la nourriture et également voilà, le pétrole fait partie de l'énergie également. Donc, cette monnaie-là est utilisée justement pour stabiliser les prix, dont l'inflation à 2%. Bien. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de manipulation à travers, vous le constatez justement lorsque les différents banquiers centraux parlent, donc que ce soit Mario Draghi ou Janet Yellen ou bien Paul Oz, qui est le patron de la Banque centrale canadienne, la Banque du Canada. Donc, ils utilisent donc un langage des politiques afin de maintenir et de contrôler la masse monétaire. Et c'est dans ce souci-là, dans cette espèce de, on va dire, de rébellion monétaire qu'a été créé le Bitcoin, la crypto-monnaie. Parce que la crypto-monnaie se veut d'être une monnaie décentralisée. Tout à l'heure, j'ai parlé de banque centrale. Donc, banque centrale veut dire que l'argent est centralisé dans un endroit où ce sont des politiques, des élites qui se mettent à dispatcher les quantités monétaires qui doivent être redistribuées dans l'économie afin que nous, les ménages et les domestiques, puissent justement l'utiliser. Mais ce n'est pas comme ça avec le Bitcoin. Le Bitcoin est une monnaie, disons, électronique, virtuelle, qui est décentralisée à travers un système de ce qu'on appelle la chaîne de blocs, blockchain, vous avez déjà entendu parler. Je ne vais pas revenir sur la littérature de la crypto-monnaie, je vais juste faire un survol en quelque sorte. Et si vous voulez aller en profondeur, il existe bien sûr assez de littérature à ce sujet. Donc, c'est un système qui est contrôlé par ce qu'on appelle des ordinateurs qu'on appelle des mineurs, qui contrôlent justement cette chaîne de blocs autour, qui favorise donc les échanges qui sont contrôlés en quelque sorte par des ordinateurs, par des régies, par des calculs mathématiques et algorithmiques. Et ça a été mis en place justement pour donner une espèce d'alternative au contrôle massif dont les élites et les patrons des banques centrales ont justement sur la quantité monétaire qui est actuellement en circulation. En 2014, on a eu ce qu'on appelle la CTFA, donc la Commission Future of Trading Advisor, qui est donc l'organisme de régulation des marchés futurs, c'est-à-dire les marchés boursiers avec échéance, qui est basé à Chicago, qui a donc décrété que le Bitcoin fait partie maintenant, voilà, est considéré par, disons, comme une espèce de matière première, comme voilà, une matière première en fait. Le Bitcoin est au même titre, doit être considéré au même titre que l'or, donc ou l'argent, ou bien le palladium, ou bien tout ce que vous voulez. Alors, ça suscite beaucoup de réactions parce que le Bitcoin est considéré comme la majeure partie des spécialistes, des acteurs du marché, comme disons, comme un actif très spéculatif. Parce que il faut reconnaître que la volatilité du Bitcoin est assez démentielle. Hein. Ce que le S&P fait en une année, le Bitcoin peut le faire en 2 jours. Vous comprenez? Donc, c'est cette façon de qualifier le Bitcoin suscite beaucoup justement voilà, de commentaires, a fait couler beaucoup d'encre. Et le Bitcoin, jusqu'à présent, comme moi j'en avais entendu parler en 2008, était à 30, on va dire 30 dollars, 50 dollars. Et aujourd'hui, il a atteint la barre des 6 000. Mais pourquoi nous sommes en arrivés là? Justement, c'est à cause, justement, comme je l'ai dit, que fondamentalement, le Bitcoin
est une alternative monétaire. Les gens en ont marre, ok, de se sentir contrôlés par cette masse monétaire dont l'élite en fait preuve. Donc, l'élite contrôle justement la monnaie. Et le Bitcoin n'est pas, on va dire, n'est pas étranger au fait que les élites maintenant, la plupart, cherchent le plus à bancariser l'économie, afin de telle sorte que tout le monde ait des cartes bancaires, des cartes de crédit. C'est pour mieux contrôler justement la masse monétaire, puisque tout sera question de chiffres numériques. Puisque avant, rappelez-vous, avant, nos grands-parents, dans les années 80-70, la plupart des gens avaient de l'argent liquide sur eux. Il y avait beaucoup d'argent liquide. Mais maintenant, c'est en quelque sorte, les gens ont souvent des cartes de crédit, des cartes de débit. Et si vous n'êtes pas des gens qui surveillent attentivement votre compte bancaire, vous allez voir qu'on fait sauter un zéro ici, on fait sauter un chiffre là, et vous êtes perdu, tout est numérique, tout se perd. Alors que l'argent comptant, l'argent physique qui est dans votre main, si l'argent disparaît, vous savez à peu près combien vous avez perdu. Mais en termes de chiffres électroniques, c'est plus ou moins difficile. Et récemment, au Canada, on a eu ce qu'on appelle justement la suppression des petites monnaies. Donc, au Canada, on a dit que maintenant, on n'imprime plus, on ne va plus battre les pièces de 1 sou, de 2 sous, de 3 sous, de 4 sous et ça commence à partir des 5 sous. Donc, c'est-à-dire que si vous allez dans un commerce, que vous voulez acheter un produit, vous devez payer le prix à l'arrondi supérieur. C'est-à-dire que si le produit coûte 50 $ et 53, ben ça va vous coûter 50 $ et 55. Bon, très bien. La question c'est, donc, 50 $ et 53, c'est ce que la machine dit. Mais sachant qu'on ne peut plus, on va dire, payer avec des petites monnaies. Il y a un dessous quelque part. Donc, de 53 à 50-55, il y a 2 sous qui manquent. Mais ce 2 sous, il part où? On ne le sait pas. Il s'en va dans la poche de ceux qui émettent la monnaie. Parce que, imaginez-vous un peu, nous sommes 35 millions d'habitants au Canada. Et si sur chaque transaction de ces 35 millions d'habitants, si on doit prélever des 2 sous, des 3 sous, des 4 sous, si ça coûte par exemple 27 et 41, on arrondit soit à 27,40 ou à 27,45. Donc, soit on prend 1 sou ou on prend 4 sous. Comprenez? Donc, sur chaque habitant, si on doit prélever des 4 sous, des 1 sou, des 5 sous sur les 37 millions, ça fait quand même beaucoup d'argent, beaucoup d'entrées d'argent dans les caisses de je ne sais de qui, certainement du gouvernement. Et on ne dit pas avec quoi on fait cet argent. Il n'y a pas de traçabilité. Donc, du coup, le Bitcoin dérange en quelque sorte justement les élites et les gouvernements qui la qualifient de fraude. Parce que le Bitcoin, bien sûr, hein, il a servi dans un marché noir, voilà, marché d'armes, marché de drogue, tout ça, parce que quand c'était sorti, c'était une façon de blanchir son argent. Certes, il y a toujours eu des problèmes comme ça, mais même l'argent que vous tenez, l'argent comptant, sert aussi à être aussi blanchi et aussi justement utilisé également pour le trafic d'armes. Mais pourquoi il ne disparaît pas? Parce que c'est un outil qui est ancré dans les cultures et qui est contrôlé justement par les banques centrales et les élites qui favorisent donc cette politique monétaire de contrôle donc de la quantité monétaire. Sachez que sur le Bitcoin, puisque c'est une monnaie justement numérique et mathématisée, on peut payer un article de à un centième, un cent millième du prix, ou alors un 10 millième du prix. C'est-à-dire que vous avez un Bitcoin dans votre main, vous pouvez utiliser 0,0001 pour acheter quelque chose. Donc, il vous reste, donc, ce qui vous reste, c'est-à-dire votre 1 Bitcoin moins le 0,0001. Alors que quand vous avez la monnaie normale, comme je vous ai dit, dans les pays où on arrondit justement les monnaies, et que vous achetez un article avec justement l'argent comptant qui est avec vous, si vous payez cet article, ben, si on ne bat plus de petites monnaies, vous devez arrondir à l'unité supérieure. C'est-à-dire qu'à la machine sur l'écran, on vous dit que ça coûte 50 et 53, mais vous devez payer 50 et 55. Donc, il y a 2 sous qui s'en vont. D'accord? Et si 100 clients payent ce produit, ben, ça fait 100 clients,
fois 2 sous, ce qui veut dire que ça fait 20 dollars dans les caisses du commerçant. Mais l'argent ne va pas dans les caisses du commerçant. L'argent va dans les caisses de ceux qui impriment la monnaie. Ceux qui ont favorisé cette politique monétaire. Donc ceux qui impriment la monnaie. D'accord? Et on ne nous dit pas avec quoi que l'argent est fait. Par contre, ils refusent justement, ils amènent à ce que les banques ne fassent pas affaire avec les entreprises ou alors les banques ne commercialisent pas justement les crypto-monnaies. D'accord? Maintenant, la nouvelle stratégie ici, c'est quoi? C'est que le but des banques ou des grosses institutions financières, puisqu'elles voient que le Bitcoin est tellement suscité, est tellement, disons, il a beaucoup d'attraction et c'est une façon pour les gens de donner d'eau aux institutions financières qui, justement, contrôlent la monnaie et qui ne favorisent pas une politique monétaire qui est seulement adaptée aux banques et non pas pour les particuliers. Parce que je vous rappelle que le salaire des ménages ne grimpe pas à la même vitesse que le taux d'emprunt ou le taux de flux des flux de la manne financière qui circule entre les banques et les institutions financières. Vous comprenez? Donc, du coup, les gens en ont marre. Ils se sentent de plus en plus pauvres. Ils sentent qu'ils doivent faire encore plus d'efforts, alors qu'on leur dit que les banques centrales réinjectent de l'argent dans l'économie pour soutenir justement euh, l'économie et la finance, mais les ménages ne perçoivent pas ça à l'œil nu. Donc, les gens sont détournés de plus en plus vers des alternatives monétaires, notamment le Bitcoin. Et c'est pour ça que le Bitcoin maintenant est considéré comment dire, matière première. Parce que également le Bitcoin aussi est limité. Parce que selon le film qu'on a tous vu, on a dit que le Bitcoin est justement à une quantité en circulation de 21 millions. D'accord? Bien que l'or, le pétrole, le cacao, le soya, le café et les autres matières premières que vous connaissez, même les matières premières agricoles, bien qu'on les exploite depuis de nombreuses années, il faudrait savoir que, étant donné que ce sont des matières premières, elles sont également aussi limitées. On ne connaît pas la quantité, mais on sait que le sol ne pourra plus nous donner la quantité qu'on était obligé qu'on est obligé à chaque fois d'utiliser dans son exploration et après ensuite pour son exploitation. Vous comprenez? Ce qu'on reprend à la terre, on ne pourra plus reprendre la même quantité à chaque fois parce qu'on utilise des méthodes brutales pour extraire justement ces matières premières pour en produire plus. Sauf que elles sont en quantité limitée, même si elles contribuent toujours à nourrir l'humanité, le monde entier, depuis des décennies et des décennies. Et c'est la même chose pour le Bitcoin. Le Bitcoin, bien qu'il soit en quantité limitée, hein, il suscite beaucoup de convoitises. Donc, les banques, elles savent que le fait qu'on interdise le Bitcoin ou bien comment on peut dire ça, on l'illégalise ou bien on le présente comme une fraude, ça ne va pas quand même empêcher les gens de prendre le risque d'aller chercher du rendement. Parce que dans chaque investissement est propre à son rendement. Si vous prenez beaucoup de risques et que ça se passe bien, vous serez rémunéré en fonction. Et les gens en ont marre de mettre l'argent dans les banques et de savoir qu'on les couillonne à chaque fois et on leur promet justement des taux d'intérêt, des retours sur investissement qui ne valent pas la peine parce que à cause justement de cette politique inflationniste, ça vient annuler justement leur rendement. Si une banque vous promet par exemple d'investir dans un fonds financier bancaire, elle vous promet un taux de rendement de 2%, qui est d'ailleurs exceptionnel, hein, parce que la plupart du temps, c'est souvent à 1, voire très bas, mais ils vont vous dire 2%. Alors que la politique monétaire d'inflation est de maintenir l'inflation à 2%. Donc, vous voyez qu'à la fin de l'année, on vous a promis 2%, mais l'inflation réelle était de 2%. Donc, vous n'avez rien gagné. Ça a été de zéro. Vous comprenez? Donc, c'est comme si vous faites un peu arnaquer. On se fait tous arnaquer. Donc, du coup, les gens veulent prendre plus de risques. Et ce n'est pas tout le monde qui est familier avec le forex, les matières premières, les bons du trésor, justement les actions qu'on transige tous. Donc, ceux qui sont un peu plus aguerris, justement, utilisent ces outils, comme aussi les options aussi. Et aussi, d'autres aussi utilisent les crypto-monnaies. Sauf que les crypto-monnaies ne sont pas légalisées. Elles ne sont pas
dans un cadre justement encadré. C'est pas centralisé, mais puisque le but est de décentraliser justement le Bitcoin, mais je vais dire ce n'est pas encadré de façon à une régulation financière. C'est émise par ce qu'on appelle des exchanges, des places de régulation propres typiques au Bitcoin qui très souvent ne font pas affaire à des banques. Il faut utiliser une technologie euh, propre justement aux ordinateurs, un langage de programmation pour justement en bénéficier. Donc, du coup, ces banques qui présentent le Bitcoin comme une fraude, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont créer un vent de panique sur le marché financier, de sorte à ce que les gens se désistent du Bitcoin. Et leur but à elles, ça sera de contrôler le Bitcoin. Parce que elles savent très bien que le Bitcoin est un phénomène qui est parti pour durer depuis longtemps. Rappelez-vous, on, on donnait pour mort le Bitcoin depuis 2009-2008. Nous sommes en 2017. Ça fait 10 ans que le Bitcoin est encore d'actualité et il atteint encore des plus hauts. Moi, personnellement, je ne connais pas une arnaque qui dure 10 ans. J'en ai jamais connu. J'en ai déjà vu des arnaques de 2 ans, de 3 ans, mais une arnaque de 10 ans, je n'ai pas encore vu. Donc, à quelque part, on doit reconnaître que le Bitcoin n'est pas nécessairement une fraude, n'est pas une fraude, c'est une monnaie alternative, comme j'ai dit, fondamentalement, qui est perçue comme une matière première et qui doit être traitée justement en termes justement d'investissement et de stockage justement de cette monnaie, étant donné que la quantité de monnaie qui a été émise de base pour le Bitcoin est limitée. Il faut retenir ça, c'est limité. Dans chaque banque, vous avez, dans chaque banque, dans des voûtes, vous avez des lingots d'or, de l'or qui est stocké comme réserve de change à la Réserve fédérale, à la Banque du Canada. Dans chaque banque centrale, il y a des réserves d'or. Si l'or n'était pas limité, pourquoi est-ce qu'il stocke l'or? Posez-vous la question. C'est parce que l'or est limité, bien qu'on l'exploite année après année. Et donc, le Bitcoin doit être traité de cette façon. Maintenant, la question, c'est comment faire? Mais ce que les banques font, c'est de créer un vent de panique. Lorsque le cours chute brusquement, les banques vont essayer d'acheter au maximum cette monnaie afin de détenir, d'être la détentrice de la plus grande quantité de la monnaie. Et lorsqu'elle va atteindre cet objectif, elle va ensuite maintenant décider si on met fin à ce jeu de Bitcoin ou alors on se l'approprie et on change des règles, on change des données, contrôlées bien sûr, de sorte à donner un semblant d'alternance monétaire aux particuliers, mais en même temps, on remet en question, c'est-à-dire on passe en arrière et on remet les mêmes systèmes qui sont actuellement installés dans justement les mêmes types de monnaie que vous connaissez. Donc c'est ça, c'est ce que les banques, c'est le jeu auquel que les banques sont en train de se préparer. Si vous ne savez pas, je vous mets déjà en garde. Le Bitcoin suscite beaucoup d'attention. Donc on essaie justement de créer un vent de panique afin que les gens se désistent pour que les gens puissent libérer, se départir, se débarrasser de cette monnaie. Et lorsque la valeur va chuter brutalement, ces mêmes banques et ces mêmes institutions financières viendront pour acheter au max, ramasser. Et lorsque elles auront atteint la quantité qui sera capable de concurrencer avec la quantité monétaire qui avait été émise dès le départ, c'est-à-dire des 21 millions, parce que c'est comme dans une entreprise, hein, c'est celui qui a le plus d'actions qui à peu près décide à peu près des situations de l'entreprise. C'est la même chose, c'est le même procédé. Donc, c'est ça le but des banques. Sauf que c'est un peu plus difficile puisque ce n'est pas la quantité monétaire n'est pas concentrée sur une personne. Elle est dissuadée à travers le réseau que vous connaissez de la chaîne de blocs. Et donc, la banque est en train justement d'étudier cette fonction. Depuis un certain moment, certains États qui ont compris cette logique sont en train de légaliser, de donner une certaine suite justement au Bitcoin, à ce que les gens puissent l'utiliser. Mais l'idée en arrière, l'idée cachée en arrière, c'est justement de racheter cette quantité et de la façonner à sa méthode. Donc, conclusion, qu'est-ce que je pense du Bitcoin? Je pense que le Bitcoin est une bonne chose. Mon professeur qui est décédé, paix à son âme, avait raison lorsqu'il me mettait en garde que le Bitcoin allait prendre beaucoup de valeur parce que ça a été créé pour justement une alternative monétaire pour permettre à ce que les banques ne soient pas toujours au cœur justement des régulations financières, puisque avant, dans les années antérieures, le commerce a toujours existé.
Et pourtant, il n'y avait pas de banque centrale, mais pourtant, les gens échangeaient des produits. Les gens fonctionnaient par troc. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas de problème? C'est à partir du moment où les banques sont arrivées que les cracks ont commencé, les dérégulations. Donc, à quelque part, il y a un certain échec cuisant de leur politique. Et le Bitcoin a été mis en place justement pour essayer de donner une ouverture. Mais elle ne voit pas ça du même œil que nous voyons, vous et moi. Cependant, il ne faut pas se jeter bêtement à acheter n'importe quelle crypto. Il faut savoir que toutes les cryptos sont des dérivés du Bitcoin. Et il y a des cryptos qui sont très prometteuses et il y a des cryptos qui sont du vent, comme d'habitude. Il y a des gens qui vont utiliser des cryptos pour faire justement ce qu'on appelle des arnaques ou bien des ce que vous connaissez, les Ponzi, les schemes, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention à choisir une crypto qui répond à un but bien précis et qui aussi a à peu près le même mode ou la même, je vais dire, la même genèse de création que le Bitcoin. D'accord? J'ai survolé beaucoup de choses. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais je crois qu'avec cette information, vous avez peut-être une vision un peu plus éclairée. En tout cas, pour ceux justement qui souhaitent se lancer dans la crypto-monnaie, faites très attention. Suivez attentivement l'actualité parce que ce n'est pas régulé. Donc, c'est l'actualité qui, justement, qui joue beaucoup là-dessus. Suivez également les programmes qui sont liés sur les crypto-monnaies dont vous voulez justement vous intéresser. Moi, personnellement, je m'intéresse au Ripple. Je l'ai déjà dit dans plusieurs cadres où j'ai eu à échanger avec certains traders. Je surveille bien sûr le Bitcoin, le Litecoin, l'Ethereum, que vous connaissez tous, que vous appréciez. Je surveille aussi, ma préférée, c'est le Ripple. Et je surveille également aussi, voilà, donc l'altcoin et tous ces dérivés qui viennent du Bitcoin. Mais fondamentalement, je suis pour le Ripple. Donc, peut-être que j'en parlerai dans d'autres vidéos et on essaiera d'approfondir un peu quelles sont mes motivations qui font que je suis dans le Ripple. Donc, cette émission prend fin. Merci de m'avoir suivi. Je crois avoir fait quand même un tour complet et de vous expliquer fondamentalement l'idée du Bitcoin et comment est-ce que vous devez donc traiter avec ça. Et faites attention aussi justement lorsque vous voulez investir dans un nouveau produit. Donc, merci de m'avoir suivi. Passez un bon week-end, un bon dimanche. Et puis, ben, on se reparlera certainement dans le courant des semaines. Merci encore et bonne journée.